Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Et toujours dans ce cadre de l'heure, il met aussi d'attentats qui a touché un grand nombre de victimes de différentes nationalités, de différentes religions. Et on l'a vu, il y a plusieurs nationalités, plusieurs religieux de différentes communautés qui ont payé le prix fort par leur vie. Il y a des orphelins, il y a des victimes de tous bords. Et l'émission Arc-en-ciel, dans le cadre aussi de son travail par rapport à ce décryptage de l'islam de France et en France, malheureusement, l'attentat est là, mais nous devrons faire le décryptage aussi, l'impact de cet attentat sur l'islam de France. Et dans un premier temps, nous sommes heureux de recevoir parmi nous Monsieur Pierre Koniza. Bonjour. Bonjour. Bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, surtout un dimanche. Le climat est lourd. Je peux pas y aller. Je peux pas dire plus. Je crois que tout le monde souffre. Que représente pour vous cet attentat lâche et surtout dans cette période-là? Écoutez, il est toujours difficile de trouver des mots quand on a affaire à un massacre aussi aveugle que celui qui vient de se passer en Espagne, parce que foncer dans une foule avec une voiture, un van, ça veut dire ne absolument pas choisir ses victimes. C'est n'importe quel individu qui se trouve sur le passage, et comme vous l'avez dit, il y a plus de 35 nationalités, je ne sais pas combien il y a de religions, parce que c'est pas comme ça qu'on identifie les gens, mais de toute façon, tout le monde a été frappé de la même manière. C'est un peu le droit de vivre qui est interdit par ce genre de terrorisme aveugle. Donc c'est absolument scandaleux, et il faut essayer d'en comprendre les raisons et cette espèce de constitution de réseau qu'aujourd'hui la police révèle peu à peu. Il faut rappeler à notre auditoire que M. Pierre Koniza est agrégé d'histoire et ancien élève de l'ENA. Il fut membre du comité de réflexion stratégique du ministère de la Défense, maître de conférence à Sciences Po à Paris, maître de conférence à l'ENA. On vit actuellement un désastre. Et un désastre, et ce désastre, bien entendu, il y a des mainmises de l'étranger, parce que la référence de ces jeunes, c'est l'étranger, c'est Daesh et d'autres. Est-ce que peut-on parler d'un impact réel des forces religieuses de l'étranger sur l'islam de France? Sur l'islam de France, et d'une manière générale, d'ailleurs, sur une grande partie de la communauté, des communautés musulmanes, des grandes démocraties, parce que il y a eu plusieurs phénomènes qui se sont superposés. Bon, le premier, moi, sur lequel j'ai consacré un livre, c'est l'influence du salafisme, qui est la pratique la plus intolérante, la plus raciste, la plus antisémite, la plus homophobe, la plus misogyne de l'islam.
C'est une définition que m'a donné un théologien musulman et je crois qu'il a très bien vu exactement ce qu'était le salafisme. Ce salafisme a été propulsé, a été encouragé, a été développé par l'Arabie Saoudite. Vous savez que les Wahhabites, quand ils créent le royaume, en fait, s'appellent eux-mêmes salafistes. Ils se qualifient eux-mêmes comme imitateurs du prophète et donc font référence à cette époque bénie qui étaient les 4 premiers califes. Et ce salafisme a été encouragé par l'Arabie Saoudite sous le regard d'ailleurs protecteur des Occidentaux, parce que comme on était dans la guerre froide, l'Arabie Saoudite était considérée comme un allié, donc développer la religion contre les communistes et contre la gauche paraissait une chose qu'il fallait aider. Et ce salafisme, en fait, aujourd'hui, originellement, il était d'ailleurs tourné contre Nasser. C'est ça qui est très étonnant, c'est que la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite se tourne contre le nationalisme arabe, contre Nasser, qui était à l'époque le grand leader du monde arabe. Bien sûr. Qui voulait créer une espèce de monde arabe modernisé, donc, et qui était très critique à l'égard des monarchies du Golfe. Et ce n'est qu'après, avec l'invasion en Union soviétique, que, si vous voulez, ça s'intègre dans un jeu Est-Ouest avec l'aide aux Moudjahidines afghans, puis ensuite aux talibans. Donc il y a tout un historique, si vous voulez, très ancien d'encouragement du salafisme. Ce salafisme, c'est véritablement aujourd'hui le terreau sur lequel se recrutent tous ces jeunes qui malheureusement aujourd'hui sont perdus et qui sont prêts à passer un acte de violence. Vous savez qu'Amel Daoud, l'intellectuel algérien, a écrit un article qui est assez éclairant dans son titre. Il dit « L'Arabie Saoudite, c'est Daesh qui a réussi ». Voilà. Et comme vous savez, Daesh a une image extrêmement forte dans une partie de la jeunesse aujourd'hui. On a laissé se constituer, si vous voulez, quelque chose contre lequel on aurait pu largement aider, contredire, etc. Il y a une question qui se pose malgré tout. Donc, on voit ces jeunes-là, tellement sont convaincus de leur leader et ils acceptent la mort. Oui, mais si vous voulez, d'abord, ce qui est intéressant dans la communication de Daesh, si vous voulez, par rapport à ce qu'ils ont fait Al-Qaïda, explique en partie ce recrutement chez les jeunes. Vous savez, Al-Qaïda, c'était une communication en anglais et en arabe, c'est tout. C'est-à-dire que on considérait que ça s'adressait aux Arabes de préférence des pays du Moyen-Orient et un peu aux anglophones. Bon. Al-Qaïda, Daesh communique en 11 langues différentes. Le français, le turc, le russe, l'allemand, etc. L'anglais, évidemment. Bon. C'est-à-dire que Daesh s'adresse aux jeunes de 2e ou 3e génération dans leur langue qui est devenue leur langue maternelle, si vous voulez. Tous les jeunes français qui partent en Syrie ne parlent ni l'arabe ni l'anglais. Bon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, si vous voulez, Al-Qaïda, la propagande d'Al-Qaïda, c'était de longs prêches de Ben Laden ou de Zawahiri. La communication de Daesh, c'est des communications autour des combattants. C'est-à-dire, c'est le combattant qui envoie des messages à ses camarades, à ses amis, à sa fratrie, etc. Et c'est le combattant heureux. C'est-à-dire que le contenu du message, c'est je suis en Syrie, j'ai une Kalachnikov, un 4x4, une femme et une maison. Voilà, en gros, la teneur du message. L'islam ne joue aucun rôle là-dedans, si vous voulez. C'est simplement là où j'ai échoué, où là je suis méprisé dans ma société de départ, ici je suis un héros. La troisième chose, si vous voulez, qui différencie la propagande de Al-Qaïda par rapport à celle de Daesh et qui explique le succès de Daesh, c'est qu'Al-Qaïda disait, en gros, devenez un bon musulman, vous ferez le djihad. Tandis que Daesh dit, venez faire le djihad, vous deviendrez un bon musulman. Donc vous voyez, c'est l'inverse totalement. Et ça donne, si vous voulez, cette espèce de force de conviction que vous trouvez en Espagne, en France, en Allemagne, en Angleterre, etc., chez des jeunes qui tout à coup voient cette idéologie comme révolutionnaire. Elle promet une société juste, non corrompue, égalitaire, etc., etc. Donc évidemment, pour des jeunes qui ont du mal à trouver leur place dans une société, même parfois quand ils ont trouvé une place, c'est une idéologie de rupture qui a une très grande force de conviction. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que simplement, dans les pays occidentaux, on voit des actions par-ci, par-là. Et on prend un exemple pour mon pays d'origine, que je connais personnellement, le Maroc. Ouais. On voit pas ça. On voit pas comme ce qu'on voit maintenant. Donc, on n'a jamais constaté, mis à part les premières attentats, ça fait un certain temps qu'ils sont passés, notamment celle d'Argana ou de Casablanca. Mais depuis ce jour-là, il n'y a rien. Est-ce que, d'après vous, il y a une défaillance de comprendre ce fléau par les services secrets, soit ici, soit dans les pays européens? Non, je crois que c'est plutôt une défaillance de compréhension des politiques. C'est pas les services. Les services savent très bien qu'il y a une dangerosité. Si vous voulez, je vous prends l'exemple de la France.
la première fois qu'un homme politique commence à parler du salafisme et n'utilise pas des termes généraux du genre l'islam radical, les musulmans intégristes, dans lesquels il met tout dans le même sac, si vous voulez. Hein. Ah oui, oui. Première fois qu'un Premier ministre parle de salafisme, c'est Manuel Valls après les attentats contre Charlie Hebdo. Donc vous voyez, ça date de 2015. Ça veut dire que pendant plus de 20 ans, on a refusé d'identifier l'origine idéologique de la radicalisation parce qu'on disait oui, mais c'est de la liberté de conscience, oui, c'est pas pareil, etc., etc. Non, c'était un problème, si vous voulez, qu'on n'a jamais traité politiquement. On a toujours considéré que c'était très délicat de s'en occuper. Mais si vous entendez les discours de certains salafistes, vous les mettez dans la bouche d'un homme du Front National, il serait sous le coup de la loi française. Vous voyez ce que je veux dire? Tenir des discours antisémites, homophobes, racistes, etc. La loi française nous permet de le réprimer. Mais quand c'est un salafiste qui le dit, on dit « Ah non, mais c'est pas pareil, faire attention, c'est de la liberté de conscience ». Regardez aux États-Unis, ils expliquent que le Ku Klux Klan, c'est la liberté d'expression. Bon, on est dans cette situation-là où on n'a jamais voulu appliquer à ces gens-là des mesures de rétorsion qui auraient empêché cette espèce de propagation, cette pénétration dans le monde français de culture musulmane. Et souvent, ce sont les Français, les autres musulmans qui demandent qu'on les empêche d'agir. Or, ce sont les autorités politiques qui n'ont jamais donné instruction pour ça. Moi, je faisais en 2014 un rapport sur quelle politique de contre-radicalisation en France. Ce rapport est téléchargeable sur Internet. J'étais invité dans des séminaires organisés par des gestionnaires de mosquées, par des associations musulmanes, etc., en 2014, avant les attentats, pour m'expliquer qu'ils ne pouvaient pas résister à cette radicalisation des jeunes, qu'ils n'arrivaient plus à maîtriser le phénomène, que les salafistes essayaient de prendre le contrôle des mosquées, qu'ils expulsaient, si vous voulez, les anciens, etc., etc. Donc il y avait une véritable stratégie de pénétration contre lesquelles les musulmans libéraux, si vous voulez, n'arrivaient pas à obtenir l'appui des autorités françaises. Donc c'est les politiques, si vous voulez, qui n'ont pas réagi. Qu'ils n'ont pas assumé leurs responsabilités. Ils n'ont pas assumé, non. Parce que, si vous voulez, vous connaissez le système français droite-gauche, hein, quand il y en a un qui fait quelque chose, l'autre explique que c'est mal. Et quand c'est l'autre qui est au pouvoir, c'est le premier qui explique que c'est pas bien. Donc, si vous voulez, la vie politique française est un peu bloquée par cette dualité. Mais c'est vrai qu'après les attentats, brutalement, on a glissé sur quelque chose de tout à fait différent. Donc maintenant, on est beaucoup plus centré sur la question du salafisme, de ses modalités d'action, etc., etc. Et d'ailleurs, on le constate dans les attentats de Barcelone. Hein, vous avez vu, finalement, aujourd'hui, on s'intéresse à cet imam. Ripoll, c'est probablement peut-être un des hommes qui sont morts dans l'explosion de la maison. Bien sûr. On ne sait pas trop. Bien sûr. Parce que la question qui se pose aussi, est-ce que peut-on considérer ce dernier discours de Macron, cette idée de la fondation de l'islam, une première pierre pour comprendre ce fléau et pour trouver des réponses adéquates, et notamment avec des musulmans de France? Je pèse mes mots. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Effectivement, c'est pas une réponse à ce type de problème. Ce qui se passe, si vous voulez, en France, c'est qu'il y a la loi de 1905, qui est sur la laïcité, qui interdit toute forme de subvention publique pour des cultes religieux, quels qu'ils soient. Bon. Donc le problème, c'est que les musulmans étaient les derniers arrivés, si vous voulez, dans le paysage politique français. Autant il existait plein d'églises pour les catholiques, de temples pour les protestants, de lieux de culte pour les juifs, etc. Mais par contre, la montée progressive, la montée démographique, si vous voulez, des musulmans, rendait nécessaire la construction de mosquées, pour lequel l'État français était légalement impossible d'agir. Bon. Donc on s'en est très mal sorti, c'est-à-dire qu'il y a eu des municipalités qui ont dit nous on achète un terrain et on vous le donne gratuitement pour que vous construisiez une mosquée, mais il fallait trouver de l'argent, si vous voulez, pour des musulmans. Et encore une fois, la première génération de musulmans étaient des gens qui étaient très pauvres, c'était des gens qui arrivaient directement des colonies, qui étaient ouvriers chez Renault, Citroën, etc., etc. Bon. Donc il a fallu aller chercher de l'argent à l'extérieur. Bon, ce qui fait que là, on entre dans le problème que vous évoquez, c'est-à-dire, on a eu une intervention d'Algérie, du Maroc, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, etc., qui à chaque fois venaient fournir de l'argent. Et souvent, en fournissant de l'argent, il y avait aussi l'idée qu'on nommait l'imam, et puis il y avait aussi l'idée qu'on contrôlait la communauté expatriée, etc., etc. Donc, si vous voulez, on a répondu à cette carence de l'autorité publique en créant la Fondation pour l'Islam de France, qui est une fondation dotée d'argent, qui doit aider les musulmans à répondre à leurs besoins, et ce n'est pas l'État, c'est une fondation. C'est-à-dire, ça va permettre de créer des lieux de culte, ça va permettre de faire de la formation d'imams, ça va permettre de payer des imams en prison, des choses comme ça, vous voyez. Donc, c'est une manière, si vous voulez, de sortir l'action publique, de ne pas bouger, de ne pas toucher à la loi de 1905, mais quand même que la personnalité publique, la personne publique assume ses responsabilités. C'est Jean-Pierre Chevènement qui en est le patron.
Et Jean-Pierre Chevènement connaît bien le monde arabe, c'est un homme très ouvert, et c'est un homme qui est parfaitement à même de, si vous voulez, de faire réussir cette fondation. Ma dernière question, si vous le permettez, que pensez-vous de ces compétences franco-musulmanes, donc soit marocains, algériens, tunisiens, turcs ou africains, qui sont là et souvent sont marginalisés par rapport à cette question ici même en France? C'est-à-dire que, si vous voulez, aujourd'hui, on est dans une relève de génération. On est dans la deuxième, troisième génération. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, si vous voulez, beaucoup de Français de culture musulmane disent, mais moi, je suis musulman, mais je ne veux pas être reconnu que comme musulman. Je veux être reconnu comme citoyen français. Bon. Et donc, ils disent, bien sûr qu'il faut créer un conseil français du culte musulman. Ça, c'est la première chose, pour représenter les intérêts de la religion musulmane. C'est tout à fait normal. Mais ils disent, ce n'est pas le seul forme de rapport qu'il faut avoir avec les autorités publiques. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, encore une fois, cette relève de génération fait qu'aujourd'hui, par exemple, le président du CFCM qui vient de quitter, Anouar Bibesh, ce n'était plus un imam ou ce n'était plus un représentant d'une mosquée comme l'était celui de la Grande Mosquée de Paris, c'est un ingénieur chez SFR. Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, aujourd'hui, cette communauté se représente à travers ses élites, qu'elles soient religieuses ou pas religieuses, mais qu'elles soient pratiquantes, mais, si vous voulez, pas obligatoirement par des religieux. Donc ça, c'est un changement assez fondamental, et ça veut dire que la connexion avec les pays d'origine devient beaucoup plus large qu'avant. Aujourd'hui, vous avez des gens qui disent, mais moi, je suis français. Je suis français, donc j'ai pas besoin de savoir si on va pas me demander si je vais prendre des instructions à Alger, à Tunis ou à Rabat. Et ça, c'est la véritable nouveauté. D'autant que, effectivement, avec la vague d'attentats, si vous voulez, ces gens ont voulu insister sur leur qualité de français. Donc, si vous voulez, on est dans un changement assez fondamental. Ce changement, il montre deux choses. D'abord, il montre qu'il y a une intégration. C'est-à-dire qu'on a tous autour de nous des gens qui sont banquiers, hommes d'affaires, écrivains, artistes, etc., qui sont de culture musulmane. On ne sait pas s'ils pratiquent ou s'ils ne pratiquent pas, mais ça ne nous intéresse pas. Ça veut dire simplement que ces gens ont trouvé leur place dans cette société. Et donc, ça, c'est la première caractéristique. Et la deuxième, c'est qu'il faut les aider, justement, à faire vivre cet islam de France, qui n'est évidemment pas représenté par les terroristes et les salafistes, qui, eux, sont par contre extrêmement visibles dans les médias. Justement, d'où l'intérêt de mettre ce qu'on essaie de faire avec nos petits moyens, de promouvoir ces compétences, et Dieu sait sont nombreuses, ces compétences qui sont vraiment des musulmans, et pratiquons pas, c'est un autre problème, parce que la foi c'est personnel, hein, donc chacun est libre, mais par contre, il s'appelle Mohamed, il s'appelle Karim, il s'appelle voilà, mais par contre, ces gens-là veulent faire avancer l'islam de France, ils veulent trouver des solutions. Donc, bien entendu. Mais là, vous avez eu Tarek Oubrou juste avant moi, d'après ce que vous disiez. Vous avez là un magnifique exemple de quelqu'un qui réfléchit sur la théologie islamique, sur la façon de la moderniser, la façon de l'interpréter dans le contexte où vivent les musulmans, etc. Donc, on a énormément de gens qui sont des élites intellectuelles issues de la communauté de culture musulmane et qui ont des difficultés d'accès parfois à l'expression publique. Moi, je me souviens qu'après les attentats en 2015, si vous voulez, j'étais interviewé dans toutes les chaînes de radio, etc. Et puis à la fin, je leur disais, mais attendez, vous me demandez la question avant, mais moi, je suis spécialiste du terrorisme. Invitez des gens qui sont représentants de la communauté musulmane pour les entendre, savoir comment ils réagissent, qu'est-ce qu'ils vont vous dire sur ces attentats, etc. Et ils ont dit, ah oui, ça c'est une bonne idée. Oui. Le paradoxe dans lequel on se trouvait. Justement, mais c'est la question que je me pose depuis toujours. Est-ce qu'il y a une volonté réelle et délibérée aussi, qu'on exclut, on ne veut pas entendre, ou bien tout simplement il y avait une ignorance totale de voir d'une manière plus claire que la solution est à côté de chez eux, elle n'est pas ailleurs. Oui, mais si vous voulez, il y a les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait cette déchirure qu'il fallait provoquer dans les médias, et les attentats ont malheureusement servi à ça. Mais il y avait aussi le fait d'apprendre à communiquer. Moi, je me souviens d'une discussion avec un des présidents du CFCM. Il me disait, mais j'ai envoyé un article au Monde, ils l'ont pas pris. Le journal Le Monde. J'ai dit, mais moi, j'en ai envoyé 14, ils en ont pris un, je sais pas pourquoi, et puis l'autre, ils l'ont refusé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas parce que, pour communiquer avec la presse, c'est pas un titre qui suffit. Non. Il faut qu'il y ait une relation, il faut qu'il y ait un espèce d'angle d'attaque, si vous voulez. La presse a ses contraintes aussi, elle peut pas passer un communiqué, par exemple. Il faut qu'elle passe un article, qui est tout à fait différent. Vous voyez, donc, ça a beaucoup changé quand même. Eh bien, écoutez, espérons-le, parce que, je ne vous cache pas la vérité, c'est une réalité maintenant chez M. Lambda. Le musulman, il se trouve coupable et victime. Il ne sait pas à qui elle s'adresse. Nous n'avons pas d'élite comme on a évoqué, donc tout à l'heure avec M. Oubrou. Nous avons un souci d'élite.
l'élite qui existe actuellement, d'après ce qu'il a dit lui-même, ne sont pas tout à fait compétents. Nous avons un souci réel par rapport à cette représentativité. J'ai même, la dernière fois, monsieur le Président lui-même, il l'a dit à monsieur Klubesh, il a dit, oui, vous ne représentez pas pas la totalité des musulmans, vous représentez une partie. Il y a une grosse partie des musulmans qui ne sont pas représentés pour présenter l'islam de France. Et ça, moi, je pense qu'il y a un travail de fond. Et ce travail de fond, il doit se faire aussi par l'intermédiaire des non-musulmans. Parce que si vous voulez, c'est un travail extrêmement difficile, parce que je me souviens d'une discussion que j'ai eue une fois avec Ouisa Kies. Ouisa Kies est une jeune chercheuse remarquable sur les questions de prison, de radicalisation en prison, etc. Et alors un jour, je lui dis, d'où est originaire votre famille? Elle me dit, je suis né à Pantin. Alors je lui dis, pourquoi vous me dites ça? Elle me dit, parce que j'ai un nom comme ça, vous me demandez d'où je viens. Bon. Mais si j'avais un nom juif, vous m'auriez dit d'où venait votre famille. Non, vous m'auriez considéré comme française. Vous voyez, elle me dit, si vous posez la même question à un juif, on va vous prendre pour un antisémite. Si vous la posez à quelqu'un qui a un nom musulman, vous vous croyez légitime à demander d'où je viens. Mais je lui ai dit, je suis française. Vous voyez, donc tout à coup, elle m'avait tout à coup recadré en me disant quelque chose qui était fondamentalement vrai. C'est que, effectivement, l'intégration se fait aussi dans la disparition de cette espèce de différenciation que nous avons nous-mêmes dans le regard. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et c'est l'objectif à espérer, c'est qu'il y a une coalition, hein, donc parce que tout le monde est dans le même sac. Il faut pas l'oublier. On l'a dit au départ, il y a des morts partout de ce bord, donc l'attentat il a fauché tout le monde. Et je pense qu'il y a un pas à faire. Comme il a dit M. Bourreau, donc c'est une histoire d'individualité. Il faut que chacun de nous se sent responsable par rapport à ce qui est en train de se passer, afin que tout simplement, avec cette responsabilité individuelle que chacun de nous l'assume, peut-on avancer. Parce que si on continue comme ça jouera que l'intérêt des autres et ça continuera dans un désastre après désastre et on ne sait pas où ça va se terminer. Voilà, vous avez tout à fait raison. Voilà, donc l'objectif de cette discussion, il est destiné pour un message positif. Et il est temps que les musulmans et non-musulmans, notamment ici en France ou d'ailleurs, donc mais surtout ici en France, qui nous concerne de près, qu'il y a une coalition, qu'il y a une union entre les musulmans, surtout les intellectuels comme vous, les chercheurs comme vous, les théologiens aussi, les islamologues qui sont partout, hein, qui sont là, qui sont prêts à participer activement au moins pour cadrer, parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas de cadrage. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas de cadrage, il n'y a rien. On est dans le vide. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux et exploité d'une manière assez importante par les autres. Et c'est pourquoi on paye le prix fort. Ouais. Voilà, merci infiniment. Merci à vous. Merci infiniment, M. Koniza. Et sachez-le, votre analyse et votre décryptage, c'est un décryptage qui encouragera davantage d'autres chercheurs, d'autres géopoliticiens ou bien des théologiens pour participer à cette émission, pour qu'ils donnent leur avis, parce que c'est avec cet échange, même d'une manière interposée, par médias interposés, ça permettra d'évoluer le débat, parce qu'il y a des gens qui sont contre ce qu'on vient de dire, hein. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais on aimerait bien entendre leur version de la chose. Bien sûr, c'est avec le dialogue qu'on peut avancer, parce que le pire des choses, c'est l'amalgame, et aussi chacun il reste chez soi, et ça c'est très dangereux. C'est très dangereux pour tout le monde. Bien sûr. Bon courage et bravo pour ce que vous faites. Merci infiniment, monsieur. À très bientôt, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel,
Arc-en-ciel, animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.